Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que j'adore faire cette vidéo, c'est le 3e intersaison maintenant, où on se livre à ce petit exercice de projection, essayer de déterminer les 10 équipes qui pourraient être les plus excitantes, les plus intrigantes et les plus intéressantes à suivre dans le cadre de la saison qui arrive, en l'occurrence 2021-2022. J'ai choisi 10 noms, il y aura aussi une liste complémentaire, les mentions honorables en fin de vidéo, qui pourraient étoffer un petit peu la composition. Mais on est parti sur ces 10, je vais essayer d'être à la fois le plus exhaustif possible, vous proposer le plus d'éléments intéressants sur ces 10 noms, aussi viser un petit peu de synthèse pour que ça reste intéressant, et aussi parce qu'honnêtement il fait très chaud sous ce maillot, alors je l'adore, mais sous le feu des projecteurs, c'est un peu particulier. Donc on est parti sur ce top 10, et je vais démarrer avec le Clermont Foot. Bien sûr, c'est la première saison de l'histoire du club en Ligue 1, et ne serait-ce que pour cette raison, c'est une équipe à suivre, mais c'est pas suffisant, c'est aussi parce qu'à Clermont, ça joue. Alors vous êtes peut-être familier avec la philosophie du coach Pascal Gastien, qu'il a bien détaillé en interview. J'aime les équipes qui ont le ballon, qui sont maîtres du jeu, et qui prennent des initiatives. On est un sport spectacle, il faut marquer des buts. Alors à la fois c'est un discours qui nous parle plutôt, il est aussi assez bien corrélé à la réalité de ce que produit Clermont la saison dernière en Ligue 2, et même sur ce début de saison en Ligue 1. Si on s'intéresse un petit peu aux 11, aux joueurs intéressants, bon, la première anecdote sympa, c'est que le coach Pascal Gastien joue avec son fils dans l'équipe. Johan Gastien est titulaire dans le double pivot devant la défense, il l'était déjà la saison dernière, il a été sur les 2 premières journées de Ligue 1. Dans ce 4-2-3-1, on peut aussi ouvrir l'œil du côté de l'aile droite, où on trouve la percussion et les dribbles chaloupés du béninois Jodel Dossou, qui a pas mal baroudé dans sa carrière, qui en a fait l'essentiel en D2 autrichienne, puis en D2 suisse, mais qui a vraiment explosé l'année dernière à Clermont, et qui connaît à 29 ans le pic de sa carrière. Une belle histoire. Bien sûr, Clermont, c'est surtout les grosses performances de Mohamed Bayo, qui est né à Clermont, qui est au club depuis ses 6 ans, meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière avec 22 réalisations, meilleur buteur de Ligue 1 pour l'instant aussi, avec déjà 3 buts sur les 2 premières journées. Bon, il faut qu'il reste, parce qu'il est très sollicité, mais si c'est le cas, ce sera une raison en plus pour suivre une équipe qui a remporté ses 2 premières journées de Ligue 1, qui a déjà très bien démarré son championnat, un succès largement mérité au vu de sa production il y a 2 semaines contre Bordeaux, à Bordeaux 2-0, et puis 2-0 contre 3 aussi, à la maison. On le voit avec la trajectoire de Dossou, les équipes comme Clermont, c'est des machines à raconter des histoires, pleines de joueurs qui ne pensaient jamais évoluer à ce niveau, qui pensaient jamais serrer la main de Messi dans 3 semaines à peine. C'est Clermont PSG ou PSG Clermont, je me souviens plus tout à fait. Voilà, en plus, Clermont pratique un foot séduisant, je pense que tout est dit, et c'est une belle manière de lancer ce top 10. On continue à la 9ème place avec la Lazio. Alors saison un peu décevante pour la Lazio l'année dernière, qui a fini 6ème, qui a passé qu'une seule semaine dans le top 4. Bon, il termine devant la Roma, c'est toujours un motif de satisfaction quand on est lazialiste, mais loin derrière le top 5. Se sont pas vraiment renforcés sur cette intersaison, par un gros coup sur le marché des transferts, à part peut-être le retour au club de Felipe Anderson, qui est revenu de West Ham. Il avait quitté la Lazio il y a 5 saisons à peu près, contre 38 millions d'euros, il revient pour 3 millions. Mais voilà, globalement l'effectif est un petit peu vieillissant, pas vraiment de raison de s'enthousiasmer, sauf que Maurizio Sarri est arrivé cet été, et la perspective de le revoir dans un club où ses idées peuvent réellement triompher, la perspective de revoir peut-être un petit peu de ce qu'on voyait du côté de Naples il y a quelques saisons, moi ça m'enchante terriblement, en sachant qu'il reste aussi Sergej Milinkovic-Savic, qu'il reste Luis Alberto, Ciro Immobile, Adam Maruzic qui sort d'une bonne saison. Ça mérite au moins le coup d'œil, on va dire, pour voir si Sarri est capable de redonner vie à sa carrière et d'impulser une nouvelle dynamique dans un club qui sort quand même de 5 ans sous le même coach, 5 ans sous Simone Inzaghi. Donc j'ai là-dessus en numéro 9. À la 8ème position ensuite, le Barça. Alors c'est un peu particulier, c'est sûr, en dehors du rectangle vert, il n'y a pas un jour qui passe sans mauvaise nouvelle du côté de Barcelone, mais on est quand même sur un moment historique. Première saison pour le Barça sans Léo Messi depuis 2004, ça rend curieux, d'autant plus que pour l'instant Memphis par exemple est très en forme, son niveau de confiance est au maximum, c'est un joueur intrinsèquement spectaculaire qui est en train de vivre le plus grand défi de sa carrière. C'est une marche aussi que personnellement je ne l'imaginais pas gravir, donc ça me rend très curieux. Le départ de Messi, même s'il affaiblit évidemment l'équipe, il va aussi donner un petit peu plus de liberté à Griezmann sur sa zone préférentielle. On peut continuer à suivre les trajectoires de Pedri, de Frenkie de Jong, 2 de mes joueurs préférés. Voilà, pas grand monde n'attend le Barça cette saison, et on sait que les dieux du foot ont un faible pour ce genre de situation, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de cadre qui se détache nettement du lot en Liga. Mes plus gros doutes ils sont sur le secteur défensif, mais même là, même sur la ligne de 4, il y a aussi des joueurs à suivre, Araujo, Mingueza, Dest. Voilà, ce serait dommage de se priver du Barça dans le top 10, et je les suivrai assez attentivement cette saison. Ça m'intéresse beaucoup. 7ème place, j'ai mis Brentford. Alors suivre Brentford, ça date pas d'hier, et même si à part les barrages de Championship de l'été dernier et l'été d'avant, c'est pas une équipe que j'avais beaucoup suivie, parce que je regarde pas vraiment le Championship.
ça reste une des formations, un des clubs que j'ai le plus rencontré dans mes lectures, dans mes écoutes, dans mes interactions avec l'écosystème foot de manière générale, parce que c'est peut-être l'incarnation la plus extrême d'un club dont la prise de décision sportive est moderne. Alors depuis longtemps maintenant, Brentford, vous le savez sans doute, est pionnier sur la data, sur l'utilisation des données. Si vous connaissez la société StatsBomb par exemple, qui est une forme d'Opta et qui fournit pas mal des données que j'utilise dans mes vidéos quand je vous montre tous ces tableaux avec les centiles comparés aux joueurs des 5 championnats majeurs, ça c'est les données de StatsBomb. Le patron de StatsBomb, qui a d'ailleurs un podcast super intéressant, il a travaillé pour Brentford à l'époque, il a travaillé pour Midtjylland aussi, aux côtés de Matthew Benham, qui est le propriétaire actuel de Brentford. C'est un fan du club, Matthew Benham, qui l'a racheté en 2012 et avec une approche à la Moneyball, si vous avez vu ce film, qu'il a fait grimper de la 3e division anglaise à la Premier League, la D3 à la Premier League. C'est la première saison de Brentford en PL format moderne, parce que la PL moderne c'est 1992, mais c'est aussi son retour au premier échelon du foot anglais pour la première fois depuis 1947, et ils l'ont bien célébré avec une victoire il y a quelques jours en ouverture contre Arsenal 2-0. On a vu des scènes de joie au stade qui étaient extraordinaires, qui font vraiment chaud au cœur. Ils ont un super coach en la personne de Thomas Frank, mais aussi quelques joueurs qui valent le détour, l'ailier droit / second attaquant français Brian Mbeumo, les Danois qu'on a vu à l'Euro, on a un peu vu à l'Euro, Mathias Jensen, Christian Norgard. Je les connaissais pas avant, mais j'ai beaucoup aimé aussi contre Arsenal les performances d'Ethan Pinnock, un des centraux, un des 3 centraux, et le piston droit Sergi Canos. Ils viennent de recruter pour 10 millions d'euros le Lorientais Yohan Wissa, qu'on connaît bien, et puis bien sûr, il faut dire un mot pour Ivan Toney, 31 buts et 10 passes pour lui en 45 matchs de Championship la saison dernière, je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire du Championship. Sur les 2 cumulés avant, il est à 40 buts, 14 passes décisives, le tout à 25 ans. Il a peut-être encore une vitesse à passer et le risque de le voir briller cette saison, la possibilité de le voir briller cette saison. C'est assez intéressant, en plus j'aime beaucoup leur stade pour être honnête, c'est le Brentford Community Stadium qui est flambant neuf, il a été inauguré en 2020, 17 000 places, c'est un petit écrin avec une belle ambiance qui a l'air très sympa, j'aimerais beaucoup y aller. Voilà, un petit bijou, et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles suivre Brentford peut être assez récompensant cette saison. Ça c'est pour ma 7ème place. À la 6ème position ensuite, l'OGC Nice. Alors je pense que la raison évidente, le club qui vient de recruter l'entraîneur champion de France en titre, un des meilleurs coachs français du moment, Christophe Galtier, et qui vient de battre l'ancien club de Christophe Galtier, 4-0, 0-4 à Lille. Bon, le recrutement surtout est super excitant, il y a mon chouchou Calvin Stengs qui arrive, que j'avais proposé à l'OL, pas cet été, l'été dernier, que je suis triste de ne pas voir dans mon Lyon, mais que je serais très content d'observer à Nice. Il y a aussi Justin Kluivert, Pablo Rosario, 3 Néerlandais, mais aussi le transfert définitif de Jean-Claire Todibo, le petit pari Melvin Barr, que j'ai envie de découvrir davantage pour voir s'il a vraiment le niveau Ligue 1, pour voir s'il a vraiment le niveau premier tiers de Ligue 1 en plus, place européenne. Pour moi, on va également assister, il y a beaucoup d'ex-lyonnais dans cette équipe ou de lyonnais proposés, mais on va aussi assister à l'explosion totale et définitive d'Amine Gouiri, de ce que j'ai vu pour l'instant sur ce début de saison. Je pense qu'il va franchir encore un palier supplémentaire, il a que 21 ans, il a déjà l'aisance d'un vrai taulier du championnat, il fait des choses que très peu font, donc l'explosion d'Amine Gouiri, c'est une raison supplémentaire. Et entre lui, Kasper Dolberg, Calvin Stengs et Justin Kluivert, c'est un quatuor où personne n'a plus de 23 ans et où on pourrait retrouver les 4 dans le 11, finalement dans le 4-4-2 / 4-2-2-2 de Christophe Galtier. Il s'intégrerait parfaitement, ça c'est une idée qui me donne des petits papillons dans le ventre, voir Gouiri, Dolberg, Justin Kluivert et Calvin Stengs, ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup d'équipes sympas à suivre en Ligue 1 cette saison, il y en aura beaucoup dans ce classement aussi, mais Nice c'est très excitant. Donc voilà pour Nice. À la 5ème place, je mettrai aussi le Bayern. Alors vainqueur de la Supercoupe hier contre Dortmund que j'ai regardé, sans être impressionnant de maîtrise, ils ont montré les qualités qu'on leur connaît depuis un moment, beaucoup d'énergie et d'envie, un pressing ultra agressif qui a considérablement gêné la relance adverse, leur a permis de se procurer un gros volume d'occasions. Il y a la pure vitesse qu'ils ont dans les couloirs, Davies face à Passlack notamment a fait très mal, Serge Gnabry, Kingsley Coman s'il peut faire la saison sans grosse blessure, malheureusement il est sorti hier sur blessure, à voir ce que ça donnera. Le tout avec un renouvellement assez significatif de l'arrière-garde, puisque Boateng et Alaba sont partis, Upamecano est arrivé, avec un Lewandowski qui est encore très impressionnant, qui pourrait aller conquérir le Ballon d'Or qui lui tend les bras depuis un petit moment maintenant, et avec bien sûr Julian Nagelsmann à sa tête. C'est l'interrogation principale, c'est ce qui donne tout le piquant à la saison du Bayern. À 34 ans, Nagelsmann va connaître un contexte très différent de ses expériences passées, où à Hoffenheim ou à Leipzig, il était quelque part la star principale, où ses idées faisaient mécaniquement autorité. Dans des immenses clubs comme le Bayern, il faut parfois savoir mettre de l'eau dans son vin, et autant les idées fortes entre Guardiola, Flick même, c'est pas vraiment ce qui a manqué au Bayern sur ces dernières saisons, autant leur personnalité était peut-être, en apparence en tout cas, plus douce, plus diplomate que celle de Nagelsmann. Perso, je pense qu'il va réussir, de tout ce que j'ai lu et vu,
Je sais que c'est un super psychologue avec une vraie fibre humaine, je pense que c'est une partie de sa personnalité. On l'associe souvent au type de nouveau manager, laptop manager, mais lui-même quand il parle de son métier, il dit que le foot et le management de sportifs, de footballeurs, c'est 80%, 85% la relation humaine, la psychologie. Donc je pense qu'on va découvrir cette facette de sa personnalité, je pense qu'il est très très doué sur ce point-là aussi, et toutes les images qu'on lui associe aujourd'hui, colériques, etc., vont peut-être, j'espère en tout cas pour lui et pour le Bayern, vont peut-être diminuer. On va voir à quel point Nagelsmann est un coach complet. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis quoi qu'il arrive, il y a un effectif très très performant, ce sera fascinant à suivre et il y a un tel matériel que je serais pas surpris de voir cette équipe rallier à nouveau le dernier carré de la C1. C'est vraiment pour moi leur positionnement, leur classement, si on devait faire un power ranking du foot européen. Alors ensuite au pied du podium, j'ai mis l'Olympique de Marseille. Alors la vidéo que j'ai sortie avant-hier, c'est justement une analyse ultra détaillée de la situation marseillaise, force, faiblesse, 15 minutes d'analyse si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et je vais pas en dire plus parce que je ferai que me répéter, c'est très très complet je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, si vous voulez avoir plus de détails sur l'OM. J'ajouterai simplement qu'il y a un Nice-OM dimanche soir qui risque d'être assez excitant, assez intéressant. Et on passe à la 3e place, on grimpe sur le podium avec Chelsea. Alors, le champion d'Europe en titre qui a lancé sa saison sur les chapeaux de roue, à la fois en venant à bout de Crystal Palace sur la première journée de Ligue 1, de Première Ligue pardon, sur sa première journée de Première Ligue, 3-0 contre Crystal Palace, et en s'offrant la Super Coupe d'Europe quelques jours plus tôt contre Villarreal aussi, donc ils ont bien lancé leur saison, mais ils l'ont aussi bien lancé en s'attachant les services de Romelu Lukaku. Alors à nouveau, j'ai consacré une vidéo dédiée à ce sujet, à son arrivée et aux besoins qu'avait Chelsea dans cette zone, peut-être encore davantage. Je vous mets ça en description, c'est avec Lukaku, Chelsea est-il un candidat au titre, quelque chose comme ça. C'est une des vidéos qui vous a le plus plu récemment, en tout cas en jugé par son ratio pouce bleu, pouce vers le bas, like, dislike. Et elle est assez exhaustive sur le sujet, donc je vous la mets en description. Mais rapidement, je dirais que ce Chelsea est très bien garni, tous les postes sont doublés. Ce Chelsea est super bien coaché, c'est le tenant du titre en Ligue des Champions. Ce Chelsea joue un football remarquable et extraordinairement dur à battre. Donc logiquement, c'est un vrai candidat au titre cette saison. C'est ce qui se fait de mieux en Europe en ce moment, donc il n'y avait aucune raison de ne pas l'intégrer dans ce top 10 et de mettre Chelsea très très haut dans ce top 10. C'est une des top équipes à suivre, en compagnie, pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais en compagnie de Manchester United, peut-être un petit peu moins performant, peut-être un peu moins de garantie de performance, mais peut-être encore plus excitante, intrigante. Il y a cette victoire 5-1 contre Leeds en ouverture de Premier League, ultra spectaculaire, un triplé pour Bruno Fernandes, un quadruplé de passes décisives pour Paul Pogba. Quand tu ajoutes à ça le recrutement de Jadon Sancho et de Raphaël Varane, quand tu ajoutes à ça les marges de progression encore existantes de Marcus Rashford, qu'on connaît depuis une éternité, on a l'impression qu'il a 28 ans, mais il en a seulement 23, Mason Greenwood, qu'en a 19, il y a beaucoup de raisons de suivre cette United, et autant je placerai pas tant d'espoir sur cette première journée de Premier League, je pense que le résultat peut être un petit peu flatteur dans le sens où Leeds, philosophiquement, ouvre généralement beaucoup d'espace. J'attends de voir ce qu'United sera capable de proposer contre un adversaire un petit peu plus regroupé, un peu plus dense sur son dernier tiers. Je conserve aussi quelques doutes sur la capacité de Solskjaer à rivaliser sur 38 journées, à rivaliser avec Tuchel, Klopp, Guardiola. Je pense qu'il a montré de vraies qualités de tacticien sur son approche des grandes rencontres, sur les grands matchs United, est très rarement dépassé et souvent réussi des coups super intéressants. Mais pour prendre 3 points semaine après semaine contre les petits, contre les blocs regroupés, United manque peut-être un petit peu de principe, de ligne directrice, de constance. Mais il y a un matériel fantastique, je reste très optimiste sur la saison à venir du club, il y a un matériel fantastique, ça pourrait vraiment être leur année, en Première Ligue comme en Ligue des Champions, où ils n'ont pas atteint le dernier carré de cette compétition depuis 10 ans maintenant. Il y a beaucoup de trajectoires et de scénarios qui feraient de la saison de United une vraie belle saison. Donc ça c'est pour mon top 2, mais à la première place, bien sûr, la première place elle est pour le Paris Saint-Germain. Alors le gros bémol, c'est que je sais pas à quel point ce sera super intéressant de suivre le PSG en Ligue 1, dans un championnat qu'il va vraisemblablement écraser, encore plus après l'avoir laissé filer la saison dernière, mais comment est-ce que le club qui vient de recruter Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Ramos et Lionel Messi peut être ailleurs que tout en haut du classement, que ce soit en matière de valeur spectacle ou de valeur scénaristique, Ramos et Messi sous le même maillot, faux pas absolument interdit en Ligue des Champions. Le PSG s'est mis dans la meilleure position pour réussir, il s'est aussi placé dans une situation où il a énormément de pression sur les épaules, où on ne peut pas être plus au cœur des projecteurs. Il est dans la situation la plus exigeante, il n'y a plus de filet de sécurité, il n'y a plus de question de progression, il n'y aura plus de possibilité de communiquer autour d'une progression en Ligue des Champions. Si tu ne remportes pas cette compétition sur la saison qui arrive, ça signifie incontestablement, quand tu as recruté Sergio Ramos, quand tu as recruté Léo Messi, sur la base de ton effectif actuel, et avec tous les joueurs de complément aussi qu'on a évoqués qui sont extraordinaires, si tu prends Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, bref, avec ce recrutement XXXXL,
toute saison autre qu'une victoire en Ligue des Champions sera considérée, et justement comme un échec, ça peut être dur à entendre, mais c'est la réalité. Et donc forcément, dans cette position, la tension grimpe, et quoi qu'il arrive, le feuilleton PSG sera super excitant à suivre. Le problème, c'est que ce sera un petit peu plus le mardi et le mercredi que le vendredi, samedi, dimanche. Voilà en gros pour ce top 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous mettriez dans votre top 10? Si je devais constituer une petite liste complémentaire, je parlerais sans doute du Shakhtar Donetsk de Zerbi, on l'a vu hier d'ailleurs. Super équipe à suivre. Le 3 de Laurent Batles, on a pas mal de bonnes équipes en Ligue 1, même chez les petits qui pratiquent un jeu assez séduisant. Angers notamment, super contre l'OL, qui m'a beaucoup plu objectivement, même s'il m'a fait subjectivement très très mal. Lorient pour Terem Moffi. Aston Villa post-Grealish avec mon chouchou Buendia. Celta Vigo qui sera une des attractions de la Liga. Venezia qui retrouve la Serie A, qui était en Série D il y a 5 ans à peine, ça c'est une belle histoire. Le Monaco de Niko Kovac, que j'espère voir encore passer une vitesse. Le Sporting Portugal en Ligue des Champions, chapeau 1 en plus. Le Real Madrid d'Ancelotti, bien sûr. L'AC Milan, toujours intéressant. La Juve avec le retour d'Allegri. Tottenham, Lens, l'Atlético champion en titre, le Dortmund de Marco Rose et René Maric. Ça risque d'être une très belle saison. Non voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la suite des événements sur la chaîne, vous pouvez vous abonner, ça m'encourage beaucoup. Et enfin, si ce maillot vous a plu, que j'adore, que je serais content de quitter à l'issue de cette vidéo, si ce maillot vous a plu, je vous mettrai le lien du site que j'utilise en commentaire et en description, The Football Market. Vous avez en plus 10% de réduction avec le code promo Willou. J'espère que ça vous aura plu à nouveau. On se retrouve très très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, une très bonne fin de semaine. On se dit à bientôt, prenez soin de vous. Bisous.